Donc, bonsoir tout le monde. Je me réjouis particulièrement de pouvoir partager un de mes centres d'intérêt favoris, à savoir l'art et la commande qui provient des femmes. Bon, je m'intéresse plus spécialement aux femmes aristocrates, donc quand même à un certain biais. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que ce sont les femmes pour lesquelles nous avons beaucoup de sources et que nous pouvons exploiter. Je suis particulièrement honorée aussi d'avoir la présence du commissaire d'exposition, que je salue, ainsi que par virtuel, Anya Thaler, donc, qui a aussi partagé et monté ce grand projet de monographique autour de Marguerite de Savoie. Certains d'entre vous ont peut-être déjà pu feuilleter le catalogue et vous allez sans doute être frappés, ou vous avez sans doute lu dans ce catalogue, combien cette princesse, Marguerite de Savoie, est une princesse qui nous impressionne par sa culture. Les lettres, près de 130 lettres qui ont été transcrites, sont un apport considérable pour la connaître. C'est une princesse instruite, c'est une princesse polyglotte. Elle parle le latin, le français et l'allemand. Et elle est surtout aussi active dans la commande artistique. Un chapitre du catalogue est d'ailleurs dédié à ses livres. Elle n'est pas la seule. Et donc le but de ma communication est de vous montrer combien ces princesses ont joué un rôle dans la vie artistique, un rôle primordial dans la vie artistique et culturelle. Aussi combien les femmes sont souvent bien plus intéressantes que les hommes. Pourquoi ? Parce que les femmes sont mobiles alors que les hommes sont stables dans leur cours. Et donc, comment elles peuvent jouer un rôle en tant que vecteur culturel. C'est donc un véritable soft power par la culture qu'il nous s'agira aujourd'hui de voir au travers de ces figures féminines. Donc, l'objectif de ma présentation va se décliner en 3 points. Premier point, les femmes ambassadrices de la culture, par quels moyens? Les femmes en tant que destinataires d'œuvres, donc avec un côté qui peut sembler passif, mais qui ne l'est finalement pas tant. Et enfin, un 3e chapitre qui vous montrera les commandes des femmes et comment on peut surtout les trouver, les déterminer au sein des documents d'archives. Alors, les femmes ambassadrices de la culture. Je reprends cette expression d'une historienne d'art américaine, Susan Grobel, qui a en fait ouvert ce champ de recherche sur la commande féminine en prenant une définition assez large et qui a utilisé ce mot d'ambassadrice dans son article fondateur pour les sciences du genre en ce qui concerne la commande artistique. Ambassadrice, pourquoi? D'une part, parce qu'il y a un rôle qui leur arrive un peu, même si elles ne sont pas les initiatrices, c'est parce qu'elles vont voyager d'une cour à l'autre. Et vous avez vu lors de la conférence de Madame Pibéry, pas vu ou écouté si vous étiez là, ou vous pouvez le voir aussi dans l'exposition et bien sur le catalogue, que Marguerite a beaucoup voyagé. Elle a déjà beaucoup voyagé pour ses 3 mariages. Premier mariage, elle part à Naples pour rejoindre Louis III, duc d'Anjou, en 1434, après un voyage d'ailleurs assez épique. Après le décès de ce dernier, qui est assez rapide, elle se remarie en 1445 avec Louis IV du Palatinat, qui décède aussi, un peu moins vite. Et enfin, elle contracte un 3e mariage, et vous le verrez d'ailleurs sur le panneau aussi, que les hommes aussi se remariaient plusieurs fois, puisque effectivement, les causes de décès sont assez nombreuses en cette période. Et donc le 3e mariage avec le comte Ulrich V de Württemberg. Ces 3 mariages sont donc l'occasion d'échanges. D'échanges d'abord par le biais des trousseaux. Alors ça peut sembler anecdotique, mais ces trousseaux sont une source assez passionnante pour les historiens d'art pour connaître les transferts artistiques d'une cour à l'autre. Vous voyez ici le document d'archives. Je n'ai pas zoomé parce que de toute façon, pour le lire, ça demande quand même un exercice plus détaillé et nous n'aurons pas le temps dans 30 minutes. Donc, il s'agit donc d'une pièce de parchemin qui est le trousseau de Marguerite de Savoie pour son premier mariage lorsqu'elle est partie donc à Naples. Ces trousseaux sont importants pour une princesse parce que c'est l'occasion pour une cour de manifester son prestige,
donc c'est une véritable manifestation sociale, et aussi sa puissance. Il ne faut pas oublier non plus que durant ces longs voyages, et vous le verrez tout à l'heure, il y a de nombreuses haltes, et donc aussi l'occasion de montrer le trousseau et les objets qui accompagnent la princesse. Cette pratique n'est pas propre à la Savoie. On la rencontre dans toute l'Europe, et je vais vous donner quelques autres exemples. Puisque Madame Pibiri a déjà abordé quelque peu cette question de trousseau, j'y reviendrai brièvement, mais je ne vais pas vous le détailler complètement. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que nous avons aussi le trousseau de sa mère, Marie de Bourgogne, qui vient épouser Amédée VIII. Donc c'est assez intéressant de comparer les stratégies curiales au travers des objets. Alors qu'est-ce qu'il y a dans un trousseau? Pardon, voilà. Trop vite. Généralement, il y a différentes sections, c'est plus ou moins bien rangé, avec donc différentes sections qui sont d'une part les joyaux. Vous voyez de quoi je parle, la vaisselle, bon, on parle de vaisselle d'or, hein, d'argent doré. Les chapelles, ce sont tous les éléments liturgiques pour les offices. Donc, vous pouvez avoir un calice, un missel ou des pièces de tissu pour recouvrir l'autel, par exemple. Et ensuite, des chambres, la partie profane. Donc, dans les chambres, vous avez des tapisseries, des ciels de lit, par exemple. Ils sont des éléments très importants. Il ne faut pas oublier que, outre le fait qu'elles voyagent pour leur mariage, mais en fait, toute cour voyage beaucoup. Nous sommes des gens très stables par rapport à ces aristocrates du Moyen-Âge qui passaient leur temps sur leur territoire, pour couvrir aussi leur territoire, qui bougeaient beaucoup d'un château à l'autre. Et donc, ces tentures sont assez essentielles, et ces tapisseries. Et enfin, des robes. Voilà, donc c'est à peu près la composition type de ces trousseaux. Je vous ai mis un petit exemple ici d'un détail des très riches heures du duc de Berry. Alors, ce n'est pas un trousseau, mais c'était pour vous montrer un peu le type de vaisselle qu'on pouvait utiliser dans ces grandes cours aristocratiques, de vaisselle extrêmement coûteuse. Certaines pièces valent 2 kilos d'or, par exemple. Donc, ce ne sont pas des petites pièces. Donc, vous le voyez assez bien dans cette enluminure. Le trousseau de Marguerite de Savoie comportait aussi, et Madame Pibiri l'a cité le mois dernier, 3 colliers très importants, des colliers d'or, parés de rubis, de saphir et de diamants, dont celui de Yolande d'Aragon qui pesait 1,7 kg. C'est pour vous donner un peu l'idée de la commande de luxe à laquelle on a affaire. Elle vous a aussi signalé les robes qu'Amédée VIII avait fait faire pour ce voyage, pour le trousseau de Marguerite. D'autres trousseaux nous sont connus. Et je vais prendre un autre exemple pour vous montrer combien ils peuvent être utiles pour la connaissance, pour nous renseigner sur un état artistique. Alors pourquoi ils sont tellement utiles? C'est parce que d'une part, le premier item, les joyaux, et le deuxième, la vaisselle, souvent ont disparu. Parce qu'on réutilise les perles, les rubis, les diamants pour fabriquer d'autres objets. Ils sont facilement aussi faciles à subtiliser aussi. Et enfin, la vaisselle, l'or, l'argent, c'est une réserve financière. Donc, c'est les premières choses qui sont fondues. Et finalement, ce sont souvent les parties les plus importantes dans les inventaires, les plus valorisées. Et finalement, ce sont celles dont on a le moins d'exemplaires. Donc c'est pour ça que ces documents d'archives sont absolument fondamentaux. Alors on a aussi quelques témoignages par des détails, notamment dans des miniatures, où on peut avoir une idée un peu du type de bijoux et on peut faire la connexion entre le témoignage visuel et la source d'inventaire. Puis je vais prendre donc un exemple d'une autre cour pour vous montrer combien c'est important pour l'échange. C'est le cas de Valentine Visconti. Valentine Visconti, qui est née donc à la fin du XIVe siècle, va partir de la cour du duché de Milan et va partir épouser le roi de France, le frère du roi de France, Louis d'Orléans. Et nous avons une source assez passionnante concernant Valentine, puisque nous avons non pas un seul inventaire, mais 3 inventaires de son trousseau.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas décrit pareil, selon les interlocuteurs. Il y a l'inventaire de départ et l'inventaire d'arrivée. Et là, c'est très intéressant, parce que non seulement dans l'un des cas, nous avons une valorisation quand même qui monte à 70 000 florins. Nous avons des descriptions très précises de cette vaisselle, de ces joyaux. On voit aussi qu'il y a des particularités comme des tableaux d'or, des tableaux de jaspe, des tableaux d'ivoire. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les descriptions ne sont pas les mêmes. Du côté milanais, on se plaît à décrire très précisément la composition de tous les joyaux. Par exemple, les différentes pierres qui sont utilisées, les différents motifs utilisés pour ces joyaux. Du côté français, en fait, on parle davantage de la technique, qui est notamment une technique qui devient très à la mode à cette époque, qui est l'or émaillé, que vous voyez ici, dans ce collier, qui n'est pas de Valentine, mais qui aurait pu l'être. Et donc, c'est intéressant puisqu'on décrit ces objets à la lombarde. Donc, c'est une nouvelle mode, un nouveau type d'orfèvrerie qui arrive à la cour de France, ou en tout cas qui est valorisé à ce moment-là. Deuxième vecteur culturel de transfert, c'est l'occasion du mariage, c'est le trousseau, mais c'est aussi les cadeaux. Et nous avons quelques bagues, notamment, ou quelques broches qui restent. Nous avons notamment des cadeaux, comme ici cette broche. Celle-ci n'est pas attribuée, mais nous savons aussi que pour Valentine Visconti, elle avait également des bagues dans lesquelles était écrit « Pour ma future épousée ». Je vous le transmets en français moderne. Donc la mobilité des femmes se fait d'abord par la mobilité aussi des objets. Et puis il y a des objets qui sont très adéquats pour faire ces transferts. C'est par exemple des petits coffrets. Bon, malheureusement, avec l'éclairage, on ne voit pas assez les motifs, mais il faut s'imaginer que ce sont des coffrets en cuir estampés avec des scènes courtoises. Donc on a des coffrets nuptiaux qui servent. Alors celui-ci est assez petit, c'est pas pour le transfert, c'est pas le coffre. Donc il y a des coffres, il y a des petits coffrets pour les bijoux probablement. Peut-être certains d'entre vous ont vu l'exposition à Genève il y a quelques années qui s'appelait La vie de château, puisque ce coffret qui est à Turin, vous le verrez si vous allez à Turin, était exposé. Mais il n'y a pas que les trousseaux et les cadeaux de mariage. Il y a aussi le fait que ces femmes emmènent par elles-mêmes, pas juste dans le trousseau qui est cette occasion de munificence, des œuvres. Et donc elles sont des vectrices importantes d'échanges culturels. Alors je vous montre ici un feuillet d'un manuscrit qui est assez abîmé, mais il a survécu à l'incendie de la bibliothèque de Turin, donc c'est déjà pas si mal, parce que c'était quand même un incendie extrêmement fort en 1904. Et en fait, il s'agit effectivement de manuscrits qui ont été emmenés par une autre comtesse, avant Marguerite, qui est Marie de Brabant. Et Marie de Brabant va épouser Amélie V. Et on trouve effectivement à Turin des manuscrits, des romans chevaleresques et de la poésie courtoise, des manuscrits datés de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle. Donc ces manuscrits n'ont pas été commandés par les Savoie, ils ont probablement été amenés par Marie. Et qu'est-ce qui nous fait dire que Marie les a amenés? C'est qu'elle vient d'une cour très poète. Son père était prince et poète, Jean de Brabant, Jean Ier. Sa tante, qui s'appelle aussi Marie, bon, faut s'y habituer, il y a quelques prénoms qui sont souvent répétés, donc je précise à chaque fois. Donc sa tante, épouse du roi de France, va aussi commander des œuvres à des poètes comme Adnet Leroy. Et donc, elle vient donc d'une cour d'origine où la littérature courtoise et les lectures profanes sont particulièrement développées. Et c'est elle qui a amené finalement ce type de littérature à la cour de Savoie. Et l'histoire continue quelques décennies plus tard avec une autre princesse qui s'appelle Blanche, Blanche de Savoie, et qui va partir de la cour de Savoie pour épouser Galeas Visconti. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la fille d'Aimon de Savoie et de Yolande de Montferrat.
Et donc, elle va partir en emmenant des ouvrages de français à la cour des Visconti et aussi des romans courtois. Et vous voyez ici un de ces ouvrages qui aujourd'hui est à Paris, qui est le roman arthurien Érec et Énéide de Chrétien de Troyes. Il y a aussi un roman courtois qui est le Florimond. Alors, elle ne l'a peut-être pas commandité, mais en tout cas, elle l'a emmené de sa cour d'origine. Peut-être c'était son oncle, sa tante ou son père qui en avait déjà la possession. Donc voilà, sur ce premier chapitre, les femmes vectrices, ambassadrices d'une cour à l'autre. Les femmes sont aussi des destinateurs d'œuvres favorites, d'un certain type d'œuvres. En effet, vous l'avez vu dans l'exposition, vous le verrez, les princesses sont éduquées, surtout à la cour de Savoie. Et donc, l'apprentissage de la lecture se fait dans des ouvrages pieux, des ouvrages de dévotion. On trouve quelques abécédaires pieux, mais surtout le psautier et des livres d'heures dans lesquels on apprend à écrire. Et comment sait-on ceci? C'est parce que nous avons des sources, des contes principalement, qui nous donnent cette fonction. Alors par exemple, la sœur d'Amédée VIII, Bonne, je vous la montrerai sur la diapositive suivante, eh bien elle reçoit en 1398 un livre d'heures enluminé d'or et de miniatures, acheté à Paris. Elle a alors 10 ans. La mention comptable dit « livré pour le prix d'une matine », c'est un livre d'heures, illuminé d'or, fin, historié d'images, acheté à Paris, de maître Jean Lesternin pour Mademoiselle Bonne, 18 écus. Donc une source extrêmement riche pour nous renseigner même sur l'identité de l'artiste, les lieux de production, les modes d'approvisionnement et la valeur. C'est commun à toutes les princesses de Savoie ou même qui viennent en Savoie. Par exemple, de façon contemporaine à Marguerite, Yolande de France, à l'âge de 2 ans, elle est envoyée en Savoie parce que son contrat de mariage est déjà rédigé. Pour se former aux us et aux coutumes de sa nouvelle cour, on sait que quand elle arrive à la cour de Savoie, elle vient avec 3 coffres de livres. Évidemment, elle a 2 ans, c'est pas elle qui les a choisis, c'est sa cour d'origine. Donc, c'est pour vous expliquer comment se passent effectivement ces transferts, et c'est donc aussi, dans ces sources, on sait aussi que c'est qu'elle apprend à lire à la cour de Savoie. Il y a même un maître pour enseigner aux jeunes filles l'écriture. D'ailleurs, elle-même veut que ses filles sachent lire et surtout écrire. Donc on verra d'ailleurs que dans le catalogue, vous avez une section de Madame Abbott qui détaille cette éducation princière. Donc ces ouvrages, quels sont-ils? Quand on en a quelques-uns, eh bien ce sont principalement donc des livres d'heures pour apprendre à lire, mais aussi pour surtout prier. Donc un livre d'heures s'utilise 8 fois par jour pour utiliser les heures canoniales avec donc des offices qui sont rangés et des suffrages. Je ne vais pas détailler davantage, mais pour résumer, toute femme de bien en possède un à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle. Il y a même un poète Eustache de Champs qui fait une petite raillerie sur ce sujet. Et c'est vraiment, les livres d'heures est appelé le best-seller du XVe siècle. Donc il y en a énormément au XVe siècle. Ici, vous avez un magnifique exemplaire qui se trouve donc au musée Jacques Marandré, qui est probablement destiné à la princesse Jeanne de Savoie. Comment le sait-on? On le sait d'une part parce qu'il y a les armes de Savoie, et que les armes de Savoie à 7 reprises dans le manuscrit. D'autre part, il y a une princesse en prière, comme vous le voyez ici, à 4 reprises. Donc la destination est déjà clairement indiquée visuellement. Malheureusement, il n'y a pas d'ex-libris ou d'inventaire qui peut nous renforcer, ou qui n'a pas encore été trouvé, pour renforcer cette hypothèse. Et c'est surtout les indices héraldiques et les indices visuels qui nous permettent de le rattacher à Jeanne, puisque à cette époque, d'un point de vue stylistique, on sait que ça a été produit autour des années 1320-1325. Eh bien, à cette époque, elle est la seule candidate un peu potentielle pour ce magnifique livre d'heures. Alors, quelques décennies plus tard, il y a quand même 56 miniatures richement illuminées et beaucoup d'images de drôlerie, comme on dit, comme ici
le chevalier sur son destrier aux armes de Savoie, attaquant un léopard. Autre exemple, un bréviaire destiné à Marie de Savoie. Alors, qui est Marie? J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. En fait, c'est la sœur aînée de Marguerite. Je vous ai mis des flèches. Donc, la première, vous verrez d'ailleurs le facsimilé de cette image dans l'exposition ultérieurement. C'est un détail d'un feuillet de l'Apocalypse de Savoie, donc commandé par Amédée VIII. Et il y a à l'intérieur, sur ce folio d'ouverture, une sorte de portrait de famille, très très utile pour toutes nos conférences. Et vous voyez bien sûr qu'il y a le duc, les garçons, puis Marie de Bourgogne, la mère, et donc la première est Marie de Savoie, la seconde est Bonne, que je citais tout à l'heure pour l'achat d'un livre d'heures pour apprendre à lire, et puis la troisième est Marguerite. Et donc Marie l'aînée va être promise au duc de Milan, un autre, et Filippo Maria Visconti, en 1427, et donc on sait que cet ouvrage lui était destiné. Alors comment le sait-on? D'une part, on a les armoiries, on sait aussi que c'est un ouvrage qui lui était destiné une fois qu'elle était mariée. Vous voyez ici les armoiries de Savoie et des Visconti, donc à mi-partie. Donc c'est un vecteur extrêmement important pour identifier que c'était après son mariage, donc après 1427. On pourrait donc aller d'ailleurs représenter dans la miniature principale agenouillée devant la Vierge. Comment savoir si c'est la commandité ou si elle n'en a été que destinataire? En fait, les études des spécialistes sur ce sujet confirment qu'elle a été destinataire, mais pour ceci, il faut lire tout l'ouvrage. Il fait quand même 723 feuillets. Et au feuillet 319, il y a une mention de dédicace, donc ça a été fait pour elle. Les femmes ont été de très grandes destinataires d'ouvrages pieux. C'est aussi un rôle qui est attendu. Le rôle de prière, avec donc des outils, l'oratoire aussi, mais aussi des ouvrages comme les livres d'heures et les bréviaires. Mais les femmes ont aussi, et j'arrive à ma troisième partie, été des commanditaires très directement. La plus célèbre, sans doute, est Mao d'Artois. Pour ceux qui ont vu Les Rois maudits, c'est Jeanne Moreau ou Hélène Duc dans l'interprétation du film. Donc Mao d'Artois, cousine du roi de France, est une, outre le personnage politique qui a connu dans Les Rois maudits, pas toujours un portraitaire flatteur, mais pour une historienne d'art, c'est vraiment le Graal, puisqu'elle a été une commanditaire exceptionnelle, et nous le savons parce que nous avons beaucoup de sources comptables d'Artois. Et nous savons qu'elle est veuve à partir de 1303 et toutes les productions de textes, elle va vivre aussi assez âgée, puisqu'il y a encore jusqu'en 1329. Et puis elle a été effectivement commanditaire d'hôpitaux, des commandes d'œuvres d'orfèvrerie, des peintures murales pour ses châteaux, des tombeaux sculptés, et elle a une des bibliothèques les plus fournies de son temps. En Savoie, je vais vous prendre l'exemple, ce qui a d'ailleurs donné le titre de cette conférence, de Blanche de Bourgogne. Alors cette comtesse, donc épouse d'Édouard, la maman d'ailleurs de Jeanne de Savoie, pour le manuscrit précédent, pour faire le lien, eh bien, elle a probablement été à l'origine de la commande d'un livre d'heures, encore un, dont aujourd'hui il ne reste que 26 feuillets. Alors, l'histoire est assez complexe sur ce manuscrit. Il ne reste que 26 feuillets parce qu'il a brûlé à Turin, il a été volé pour partie et il a été bombardé pendant la guerre. Donc, c'est quand même extraordinaire que ce manuscrit ait voulu vivre à tout prix. Et il y a encore 26 feuillets qui se trouvent aujourd'hui donc aux États-Unis. Comment savons-nous quelle en a été la commanditaire? Alors, nous avons plusieurs indices. Nous en avons déjà parlé tout à l'heure. Le premier indice, c'est l'héraldique. Et vous voyez ici, sur deux folios différents, vous voyez les armes de Bourgogne, sur le folio qui se trouve à votre gauche, et les armes de Savoie. Elles seules combinaient, à cette époque stylistique, les armes de Bourgogne et de Savoie. Fille de Bourgogne, épouse du comte Édouard.
D'autre part, est-ce que c'est une femme qui a commandé? Deuxième indice, elle se fait représenter dans presque toutes les miniatures. Je ne veux pas vous multiplier les exemples de ce qui reste, mais elle se met d'ailleurs en connexion directe avec les saints personnages. Ici, vous avez d'un côté Sainte Geneviève, donc avec laquelle elle communique directement, semble-t-il, et d'autre part, Saint Louis. Alors justement, Saint Louis, ça nous permet de confirmer l'idée qu'elle a été la commanditaire de cet ouvrage, et pas son mari. Pourquoi? Parce qu'elle avait un lien privilégié avec le roi saint, puisqu'elle était petite-fille de Saint Louis. Donc, le fait de vénérer ce saint et de se faire représenter devant lui a une vocation dynastique, de revendiquer cet héritage extrêmement glorieux. Et surtout, dernier indice, au feuillet 25 de ce manuscrit, qui aujourd'hui n'existe plus, mais un érudit a heureusement fait le relevé de cette inscription. Il y a donc différentes prières pour mes laboureurs, bien sûr pour ma famille, et il y a une prière pour moi et spéciale. Ça nous permet clairement aussi de confirmer qu'elle a voulu être identifiée. Ce sont ces mentions qui souvent nous permettent de dire que les femmes ont été pas destinataires mais commanditaires. Dans l'exposition, vous pourrez voir des facsimilés et des manuscrits de Marguerite de Savoie. Donc, on fait un petit saut temporel. Alors, certains ont été hérités, comme ici le pèlerinage de la vie humaine, qui provient probablement de son premier mariage. Stylistiquement, donc, c'est un manuscrit qui a été fait à la fin du XIVe siècle. Donc, elle a probablement emmené ce manuscrit en partant de Naples après le décès de son époux. Ça a duré un petit temps, comme on l'a vu la dernière fois. Mais elle a aussi une bibliothèque qu'elle a commanditée directement avec un atelier qui a principalement travaillé pour elle. C'est l'atelier de Ludwig Enflin. Et on a près de 9 manuscrits qui se trouvent aujourd'hui à Heidelberg. Je ne vais pas tous vous les citer. Je vous ai mis une image de Lady Haydn avec 81 illustrations. Il y a aussi Der Ackermann aus Böhmen. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle a fait traduire des ouvrages, par exemple le Lion de Bourges, qui est donc français à l'origine, elle l'a fait aussi traduire en allemand. Donc c'est un point important pour voir cette commande. Mais faut-il limiter la commande féminine à la commande de livres? Déjà qu'elles en sont les destinataires principales, est-ce le cas? Alors, je vais donner comme point de départ le cas de Bonne de Bourbon. Bonne de Bourbon va avoir un rôle très important pour le château de Ripaille, on verra ça tout à l'heure, mais elle va aussi avoir un rôle de fondatrice de culte. Ici, on la voit en portrait, c'est un portrait qui a été retravaillé au XVIIe siècle à partir de sources de miniatures. Mais nous avons surtout une mention, toujours dans les fameux parchemins, une mention qui dit qu'elle a fait faire une statue de cire, donc probablement un ex-voto, à son image, commandée à Guillaume l'Anglais, vers 1356-1357, à placer devant la Vierge dans la cathédrale de Lausanne pour favoriser un héritier mâle. D'ailleurs, Marguerite aussi participe à ces fondations d'œuvres pieuses. Les femmes y jouent un rôle vraiment prépondérant. Dans les sources, nous savons qu'elle a participé avec Ulrich à la fondation de l'église de Notre-Dame et Saint-Ulrich à Stuttgart, le 15 juillet 1471. Et pourquoi pensons-nous qu'elle a joué un rôle primordial? C'est parce que le 15 juillet, ça tombe sur la Sainte Marguerite. Donc ce jour n'a pas été choisi au hasard. Il faut toujours, quand on travaille sur des calendriers médiévaux, se poser la question sur quel jour cela se tombe. Donc peut-être qu'elle a peut-être été l'instigatrice principale pour la fondation de cette église. Donc, point important, les femmes et leur rôle dans la commande de chapelle, il y en a énormément. Hein. Vous avez aussi Yolande de France qui va commander des vitraux pour son oratoire d'Ivrea, le couvent Sainte-Claire à Chambéry. Je ne vais pas multiplier les exemples parce que je dois rester dans mon timing.
Donc, malheureusement, évidemment, je ne peux pas vous montrer non plus l'église, mais j'ai quand même pris la sainte éponyme, Sainte Marguerite, qui terrasse ici son dragon, pour évoquer ce mécénat et ce rôle de Marguerite de Savoie. On peut se poser plus de questions sur l'ex-voto qui a été fait après son arrivée à Naples, après ce terrible naufrage, en remerciement de la Vierge. Est-ce qu'elle a commandé ce tableau, ce panneau peint? C'est possible, mais il est aussi possible que ce soit des membres de sa cour d'arrivée qui en soient à l'origine. En tout cas, c'est des artistes effectivement italiens. Donc, construction de chapelles, de bâtiments pieux, construction aussi de bâtiments. Alors, cet exemple, je reviens à Bonne de Bourbon, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, elle va avoir un rôle extrêmement actif dans la création du premier château de Ripaille. Malheureusement, vous ne pouvez plus le voir. Donc, je vais vous le décrire. J'évoque le château actuel, mais il a été effectivement beaucoup transformé. En effet, elle avait ordonné la construction d'un vaste logis, qu'on appelle donc le premier château de Ripaille, carré, avec des tourelles d'angle, avec une chapelle quand même qui pouvait accueillir près de 300 personnes. Donc, aussi avec l'arrivée du confort à Ripaille, des fenêtres, des cheminées, par exemple. Elle a fait appel pour ceci à Jean d'Orlier, qui est cité, une sorte d'intendant, et ensuite à Jean de Liège, qui va d'ailleurs être nommé architecte de Savoie. Il a aussi fait, pour information, les stalles de l'église franciscaine de Lausanne. Donc il travaillait vraiment de façon... Il a travaillé plus d'une dizaine d'années pour les Savoies et plus particulièrement pour Bonn, dont il était un familier. Sa femme était d'ailleurs femme de chambre de Bonne de Bourbon. Donc voilà, en termes des commandes, je dirais, architecturales profanes, privées. Et puis vous avez aussi un type de commande qui peut être trouvé dans des occasions, et qui sont les occasions des cadeaux. Alors on a vu les cadeaux de mariage, mais il y a un autre type de cadeau qui est très important au Moyen-Âge, et c'est comme ça qu'on peut aussi trouver des traces de commandes, ce sont les étrennes. Et je termine là-dessus avec le cas de Yolande de France, qui devient donc duchesse de Savoie. Et nous avons des sources qui nous montrent qu'en 1469, elle fait faire, elle décide des étrennes suivantes. Alors, je vous ai laissé en ancien français, mais je vais vous légèrement le traduire, on va dire. Vous voyez qu'elle offre des anneaux d'or avec des pointes de diamants, c'est d'ailleurs valorisé, des ceintures d'or. Vous voyez même dans la 5e ligne une fleur de pensée de diamant sur un anneau d'or et une chaînette pour attacher la dite bague. Ce sont des cadeaux extrêmement prestigieux. Et vous voyez aussi que probablement ces cadeaux sont des cadeaux politiques, puisque c'est au roi de Chypre, c'est à l'évêque de Turin, Monseigneur de Gruyère ou encore à un ambassadeur de Venise que ces cadeaux sont faits. Et il est bien dit dans le texte du commandement de Madame. Et à ce moment-là, elle était mariée, son époux n'était pas encore décédé, donc ce n'est pas juste parce qu'elle est veuve, mais aussi parce qu'elle a manifesté un acte de commande avec ses étrennes. Yolande de France, d'ailleurs, va aussi commander des manuscrits, des tapisseries, je vous ai dit tout à l'heure des vitraux. C'était une commanditaire assez importante dans plusieurs domaines. Et pour rester dans nos ressources locales, vous pouvez un jour voir à la Fondation Baudemer un ouvrage aussi de rhétorique qui a été commandité à Guillaume Fichet et montre aussi que c'est tout comme Marguerite, une princesse qui est up-to-date puisqu'elle commande à des humanistes. Elle ne fait pas que transmettre des ouvrages, elle commande aussi des œuvres sur papier. C'est la nouvelle technique à la mode. Donc, c'est aussi intéressant de voir l'instruction de ces princesses à l'occasion de ces commandes. Et enfin, pour connaître le rôle actif des femmes dans le cadre de la commande, eh bien, une source très importante, ce sont bien sûr les testaments et les legs. Et je terminerai avec cette magnifique statue de Blanche de Savoie. Je vous en ai déjà parlé
tout à l'heure, avec notamment le fait qu'elle ait amené des ouvrages français à la cour des Visconti, et Blanche de Savoie, qui va survivre assez longuement à son mari, va être une commanditaire très importante, puisqu'elle va aussi fonder à Pavie le couvent franciscain, le couvent de Sainte-Claire, et elle va laisser à ce couvent un legs substantiel de 40 000 florins à sa mort. Vous la voyez ici, une partie de son tombeau était réputé beaucoup plus magnifique, mais elle voyait ici une partie de son gisant fait par un artiste italien de grande renommée, et vous la voyez inhumée en franciscaine. Elle n'est pourtant jamais entrée dans les ordres, mais ça fait partie effectivement de cette identification au mode de vie franciscain. Outre les moyens financiers, les florins qu'elle laisse au monastère, eh bien, elle va aussi lui léguer une ancona d'une valeur très importante, près de 300 florins, et une ancona de la Vierge. Alors la description n'est pas très précise, mais vu la valeur, on soupçonne que c'est une pièce d'orfèvrerie, donc probablement disparue, et avec donc la Vierge comme sujet principal. Donc voilà un peu comment on peut repérer ce type de commande dans les différentes sources. Donc le rôle des testaments est d'ailleurs essentiel parce qu'il permet aussi de tracer les transmissions d'œuvres, manuscrits, robes, ou pour les tapanes ou autres objets, et puis aussi de voir les filiations dynastiques et les filiations entre femmes. Qu'est-ce qu'on se transfère entre femmes. Voilà, j'espère qu'au terme de ce parcours, que j'ai un tout petit peu dépassé seulement, vous êtes convaincus du rôle essentiel des femmes qu'elles ont pu jouer en tant que soft power dans la commande artistique, indirectement et directement. Je vous remercie pour votre attention.